à toutes et à tous et bienvenue pour Franco Raptors, l'épisode 5 de la saison 2 sur les ondes de Choc FM 105.1. On ne change pas d'endroit, toujours disponible sur YouTube et également en rediffusion sur toutes les plateformes de streaming. Mike Laviole, Patrick Bizindavi. Salut à toi Patrick. Salut Mike, salut à tout le monde. Heureux de vous retrouver sur les ondes de Choc FM et sur toutes les plateformes numériques. Aujourd'hui, émission un peu particulière parce qu'on s'est dit une chose, les Raptors vont jouer ce jour. On enregistre le vendredi. Là, avec Patrick, on est avant la rencontre face aux Bucks de Milwaukee ce soir. Mais ce qu'on va faire, nous, on va simplement revenir sur le dernier match d'aujourd'hui. Et ensuite, par un tour de magie, vous aurez une deuxième partie d'émission qui reviendra sur le match de Milwaukee et qui se projettera sur la rencontre face à Dallas de dimanche. On va parler avec Patrick de l'actualité des Raptors et surtout du premier match de la saison. Puisque oui, Patrick, la saison a débuté. Oui. Les Raptors ont gagné un match, le premier match de la saison. On va en parler tout de suite dans l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti! Patrick, l'actu des Raptors, et c'était déjà notre actu aussi, on va revenir là-dessus. Les Raptors qui ont été diffusés en direct sur les ondes de Choc FM. Alors, on a écouté la rediffusion, l'enregistrement, et bien sûr, rien n'est parfait dès le début, donc on est conscient que le son n'était pas très bon. Il y a des petits problèmes de mixage qu'on va essayer et on espère qu'ils auront été réglés dès le match de Milwaukee que vous aurez pu écouter hier. On va revenir là-dessus. Patrick, quelles ont été un peu les sensations pour toi malgré tout et qu'est-ce que tu retiens de ce premier passage en radio en direct? Ah oui, c'est vrai, en réécoutant nos interventions, c'est là où on a remarqué qu'il y avait des petits problèmes de son qui sont bien sûr réglés. Mais nous, on était dans le match, on était dans l'énergie du match. Et puis, c'était extraordinaire de vivre ça, au lieu de regarder comme juste un fan ou un reporter, de pouvoir être présent, de reporter le match, de vivre les sensations, comme si on était à l'arena. C'était une expérience extraordinaire. Comme je disais, justement, c'était dans l'histoire de Choc FM, c'était la première fois qu'un match NBA était retransmis en direct sur nos ondes. Donc, c'était vraiment une expérience extraordinaire de faire partie de cette retransmission, de vivre le match comme si on était là. Donc, je garde de bonne mémoire de cette première journée. Et on va essayer de faire mieux. Dès ce soir, on aura fait mieux, je l'espère, avec Romain Carrette et Funch Curier qui ont été aux commandes de cette rencontre. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Revenons maintenant, Patrick, sur cette rencontre face aux Hawks d'Atlanta. On en attendait beaucoup quand même parce qu'on disait ce match contre les Hawks, c'est quand même un vrai test pour les Raptors parce que les Raptors, de manière générale, sont attendus, on va dire, par le grand public et par les spécialistes NBA, on va dire dans le play-in, par-ci, par-là. On va dire, il n'y a pas beaucoup d'attentes vraiment au-dessus du play-in pour les Raptors de manière générale, de manière globale. Je dis pas par rapport aux médias torontois qui sont toujours plus optimistes que la moyenne, mais si on écoute les fans en ligne, si on écoute les spécialistes US, ESPN, les choses comme ça, les Raptors sont à peu près attendus autour des 40 victoires. Ça a augmenté au fil de la pré-saison parce que c'est vrai que le over-under, comme ils disent aux États-Unis, était plutôt à 36, 37 victoires. Maintenant, ça commence à monter à 40. Et à l'inverse, c'est Hawks d'Atlanta avec un très fort recrutement. On a parlé de Nickeil Alexander-Walker. On a parlé, bien sûr, de Kristaps Porzingis, champion NBA avec les Celtics il y a 2 ans. Ils sont attendus dans le top 4 de la conférence Est, 4e derrière les Knicks, les Cavs et le Magic. Et au final, les Raptors ont passé le test et on a presque eu l'impression que c'est les Raptors qui visent un top 4 et les Hawks qui seront plus au play-in. Bien sûr, ne pas tirer de conclusion hâtive sur un premier match,
Mais en tout cas, les Raptors ont fait forte impression. Ah oui, on pensait que ça allait être un test justement à cause de l'équipe de Atlanta qui s'est renforcée. Il faut pas oublier Luke Kennard qui est un bon tireur à 3 points, qui a été recruté pour ça. Donc on pensait que ça allait être un vrai test pour les Raptors, mais non. Au début du match c'était un peu équilibré, mais à partir du deuxième quart-temps, là les Raptors ont commencé à prendre le rythme et troisième quart-temps là c'était fini. En ce moment ils étaient devant 29 points. Donc, c'était déjà fini comme au troisième quart-temps. Donc, je pense que c'était une bonne sortie pour les Raptors avec de belles performances de part et d'autre. Et puis, on a eu des réponses à nos questions parce que pour ceux qui nous ont suivis en direct, on avait des clés du match et ils ont répondu à toutes les clés. C'était check, 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 check. Bon, bien sûr, il y a des choses à régler comme les tirs à 3 points, les tirs à longue distance. Mais c'était extraordinaire comme performance et puis c'était une contribution de plusieurs joueurs offensivement et défensivement des Raptors. Mais là, c'était le premier match, mais le vrai test va venir justement ce vendredi. Et puis, on va en parler en deuxième partie, le dimanche, lundi et mercredi. Il y a des matchs qui attendent les Raptors. Mais bonne sortie des Raptors comme premier match. Ils ont battu même le record de victoire à plus de 130 points dans la franchise, dans l'histoire de la franchise. En premier match de la saison, c'est la première fois qu'ils dépassent 130 points, donc au premier match de la saison. Je crois que c'est le plus gros écart aussi de l'histoire des Raptors sur un premier match, plus 20, il me semble, à vérifier. Et aussi, voilà, tu parlais du troisième quart-temps. Les Raptors ont inscrit 45 points dans ce troisième quart-temps et des autres chiffres assez énormes. 86 points dans la raquette de Kristaps Porzingis qui était normalement le joueur qui devait résoudre tous les problèmes d'Atlanta à la protection de cercle. On en a parlé dans l'avant-match. Clint Capella n'est plus là, mais n'était plus vraiment le joueur qu'il était avant dans la protection de cercle. On en espérait d'Okongu. On a quand même recruté Kristaps Porzingis qui, même si c'est pas un bon défenseur au large, il est réputé pour être un excellent protecteur de cercle. Là, il a protégé aucun cercle du tout. C'était difficile de protéger parce que la grande partie des points des Raptors c'était en transition. Donc, bonne défense des Raptors et ça courait, c'était rapide. Là, Mike, tu as presque perdu la voix parce que au début du match, c'était tellement rapide. Donc, c'était difficile de protéger la raquette, de protéger l'anneau avec les Raptors qui couraient déjà avec leur bonne défense. Donc, c'était un travail difficile pour Porzingis. 34 points en contre-attaque, mais aussi, tu l'as dit, au-delà des contre-attaques, parce que je pense qu'il y a des paniers qui sont pas comptabilisés comme des contre-attaques, mais sur lesquels les Raptors prennent le rebond, jouent vite, ou même encaissent un panier, jouent vite. C'était vraiment là-dessus que Darko Rajakovic a mis l'accent. De toute façon, c'est ce que les Raptors veulent faire cette année. Défendre dur, jouer vite. On sait que leur problème, et nos amis de Raptors République ne cessent de le répéter, c'est que les Raptors étaient la 30e attaque sur demi-terrain la saison dernière. Brandon Ingram va régler des choses, mais il ne va pas tout régler. Les Raptors en sont conscients, c'est pour ça qu'ils essayent de jouer très vite avant que les équipes adverses soient placées. Et ça a plutôt très très bien marché. Je disais 86 points dans la raquette, 34 points en contre-attaque et également 19 points en seconde chance. On a vu des Raptors aussi très présents au rebond offensif. Oui, c'est ça, avec bien sûr la présence de Yak qui est là, donc en poste 5. Et puis Brandon Ingram n'est pas mal au rebond offensif aussi. Donc, ça a fait que il y avait, donc chaque fois qu'il ratait, il récupérait la balle. Mais il reste à mettre des paniers à longue distance. On a vu Grady qui a réussi un tout petit peu. Et là, on va voir Quickly. Parce que c'est là, il a fait quand même un bon match, mais l'adresse à 3 points, ça reste un problème. Le jour où il va commencer à mettre ces 3 points-là, ça va être difficile de défendre contre ces Raptors. En fait, ce que j'ai dit ironiquement sur Internet, c'est que heureusement que Quickly n'a pas mis ses 3 points. Il est à 0 sur 7 sur le match. Sinon, les Hawks en auraient pris plus de 150. Ça aurait été... Pour revenir sur l'adresse à 3 points, parce que c'est vrai que c'est l'une des choses sur lesquelles on va se concentrer sur les matchs à suivre. Et ça a été un problème pour les Raptors la saison dernière. Et on va pas se le cacher. À part Grady qui a 2 sur 4 et RJ Barrett qui a 2 sur 4,
Le reste, ça a été compliqué. 0 sur 2 pour Brandon Ingram, 0 sur 3 pour Ochai Agbaji. 1 sur 2 quand même pour Jamal Shead aussi, à noter. Non, 1 sur... Non. Oui, si, c'est ça, 1 sur 2. Et 1 sur 1 pour Mamou Kelashvili. Alors que pourquoi j'ai Gary Jamison Battle a été à 0 sur 2 aussi. Le point positif que je dirais, c'est que les joueurs qui ont raté des 3 points, c'est des joueurs qui sont capables d'en mettre. Oui. Brandon Ingram, on sait que le 3 points en attrapé, tiré, catch and shoot, c'est sa force. Il est à 37-38%. C'est moins le pull-up qui est sa spécialité. C'est pour ça que son global à 3 points n'est pas aussi bon que ça. Et on sait que Emmanuel Quickley, lui, il est à 38% à 3 points en général. Donc ça devrait pas être un problème. Voilà, dans une configuration idéale, Quickley, au lieu d'être à 0 sur 7, il est à 3 sur 7. Ingram peut être à 1 sur 2. Jamison Battle pourrait être à 2 sur 2. Ce serait pas une surprise non plus. Et puis Ochai Agbaji aussi, qui n'a pas été à droit. C'était un peu de mes inquiétudes de la pré-saison pour Ochai Agbaji, qui, pour l'instant, n'arrive pas à retrouver son adresse. Et ça va être à suivre aussi avec Jacoby Walter, qui va frapper à sa porte. Et s'il est à droite, Jacoby, ça n'a pas été le cas non plus jusque-là. Donc, ouais. Mais on va suivre ça, les Raptors qui ont shooté à 6 sur 25. Mais le point positif aussi, revenons sur le match de Scottie Barnes. Scottie Barnes n'a pas pris de tir à 3 points dans ce match. C'est ça. Et puis là, je pense qu'il est conscient, justement, en pré-saison, il en a pris pas mal. Et il n'était pas à droite. Donc là, il est conscient qu'il doit attaquer l'anneau. Et c'est ça qu'il a fait. Et l'avantage des Raptors au niveau de l'attaque, c'est leur défense, justement. Et n'importe qui des 5 de départ peut monter la balle. On a vu même Yak, qui a pris un rebond, qui a dribblé jusque de l'autre côté, et puis a donné une bonne passe à Léo. Donc n'importe qui prend le rebond, il peut monter la balle. Et c'est ça la force de Scottie. Quand il prend le rebond et quand il attaque, il y a peu de joueurs qui peuvent l'arrêter. Et c'était le cas. Donc on a vu 7 joueurs qui ont marqué 10 points et plus. Et donc, ce qui veut dire que finalement, ils n'ont pas eu besoin de l'adresse de Quickley à 3 points. Parce que l'attaque a été diversifiée, beaucoup de joueurs ont marqué. Et puis, 21 points de Grady Dick à la sortie du banc. Oui. Et puis, Jamal, je pense qu'il a mis 10. Donc, c'était une attaque diversifiée où il n'avait pas vraiment besoin de l'adresse à 3 points. Donc, on va voir au moment où vous nous écoutez, bien sûr, le match de Milwaukee aura été déjà joué. Mais s'ils continuent à attaquer comme ils le font, je pense qu'ils vont combler les lacunes de l'adresse. Mais le jour où ils vont commencer à où Sandro va mettre les 3 points, Quickley va mettre les 3 points, Agbaji et autres, donc ça va être difficile de défendre contre ces Raptors. Oui, c'est ça. C'est comme je le disais, c'est que j'avais oublié Sandro Mamukelashvili aussi, qui fait partie des joueurs qui n'ont pas été à droit à 3 points, mais qui d'habitude... Enfin, Sandro a fait 1 sur 1. Alors, j'ai des bêtises, je m'en excuse. Mais Sandro est capable de tirer avec un plus grand volume. Donc, bien sûr, on ne s'attend pas forcément à ce que ces Raptors soient une équipe élite à 3 points. Mais le fait qu'elle soit élite dans l'attaque de cercle, dans les cuts, dans la circulation de balles, fait que, et dans la défense qui apporte des points, fait que ils ont juste besoin d'être moyens, en fait. C'est ça. Et même sur certains matchs contre une mauvaise défense comme celle d'Atlanta, où la raquette, elle est grande ouverte, ils n'auront même pas besoin. S'ils sont pas à droit à 3 points, ce sera pas très, très grave. Pour finir sur le match de Scottie, ce qui est très, très positif, c'est ses 9 passes décisives. Il a vraiment joué son rôle de connecteur de l'attaque des Raptors. Ça, c'est très positif. Et l'impact défensif a été, j'ai envie de dire maintenant, comme d'habitude. Ouais. Il veut aller chercher cette place dans les meilleurs 5 de défenseurs. Et là, il a marqué des gros points d'entrée de jeu. On a vu, par exemple, un autre joueur qui postule pour ce genre de récompense, Dyson Daniels, être en grande difficulté dans ce match avec des problèmes de faute. Pour conclure, c'est peut-être l'un des points négatifs aussi, ça a été les fautes sur le début du match. Les Raptors qui ont envoyé énormément les Hawks sur la ligne. Mais au final, ça s'est équilibré ensuite puisque les Raptors shootent 29 lancers francs. Mais les Hawks en ont quand même shooté 37, ce qui est énorme. Ça. Et puis, pour revenir aux fautes, donc le point négatif, c'est que la grande partie des fautes étaient commises par les centres. Donc, Jacopo, Sandro. Donc, ce qui a fait que on a eu Mogbo qui est entré dans le jeu. Et là, le poste du centre, c'est peut-être l'un des points faibles des Raptors pour cette saison.
Et donc, si c'est les centres qui commettent des fautes et qui sautent dès le début de la rencontre, ça va être un problème. Mais là, on pense que ça sera résolu quand CMB va revenir. Donc, ça va un peu se rééquilibrer. C'est vrai, ils ont commis beaucoup de fautes. Et pour revenir justement aux fautes, il en a parlé hier, d'accord, à l'entraînement. Il a dit, je préfère voir des fautes qui sont loin de la raquette pour qu'il y ait pas de lancer franc. Mais là, ils étaient dans le bonus à juste 2-3 minutes de jeu. Ouais. Donc ça, c'était un problème. Mais ils ont compensé par une attaque diversifiée et puis une très bonne défense. Et donc, le luxe d'avoir Mogbo qui peut jouer 3, 4 et 5. Donc, ça a fait que ça a un peu équilibré le match vers la fin. Tout à fait. Et Mogbo qui a fait une bonne performance aussi, hein. Les stats ne le montrent pas forcément. Il a fini avec 4 points, 4 rebonds en 10 minutes. C'est tout à fait correct. Mais voilà, c'est ça. Et on va suivre les retours de Colin Murray-Boyles, qui peut être un atout supplémentaire dans cette défense des Raptors. On a déjà vu son impact dans les matchs de pré-saison, avec sa capacité à défendre sur tous les postes, à gêner les attaques adverses. Pour finir, un petit mot quand même sur cette équipe d'Atlanta qui a été quand même, somme toute, très décevante. Ah oui, on s'attendait à ce qu'ils performent mieux. Et là, même si on a des 22 points de Trae Young, on a Zaccharie Rizaché qui a fait 16 points. Donc, si on voit les minus, ça c'est moins 14 pour Rizaché, Jalen Johnson qui a moins 15. Donc ça montre que la défense, vraiment, c'est difficile. Trae Young, c'est même... Il a été ciblé par les Raptors, clairement. Oui. Comme tu le disais, quand les Raptors le voyaient, c'était barbecue chicken. Tout le monde l'a attaqué et il a commis beaucoup de fautes, surtout sur Quickley en troisième quart-temps. Quickley qui, pour revenir à lui, ne fait pas un bon match statistiquement. Et encore, 8 passes décisives quand même. Ouais. Moi, je trouve qu'il a bien fait tourner l'attaque. Je n'ai pas été forcément en accord avec certaines analyses sur Twitter, par exemple. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait bien fait tourner l'attaque. Et défensivement, il a fait les efforts sur Trae Young. J'ai des souvenirs de Trae Young qui prend le dessus sur RJ Barrett, mais j'ai pas de souvenir de Trae Young qui va vraiment passer très facilement face à Quickley. Il a peut-être été pris dans des écrans à certains moments, mais vraiment, j'ai vraiment apprécié les efforts défensifs de Quickley et on en a besoin. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, la défense des Raptors, ils ont bien fait de le prendre. Dès qu'il a la balle, il y a quelqu'un autour de lui parce qu'il est très dangereux. Dès qu'il est sur la ligne médiane, il peut laisser un tir. Mais ils l'ont ciblé en défense. Et là, ça va être le point faible des Atlanta. Ce sera pas juste les Raptors. Toutes les équipes, ils vont le cibler en défense. Donc, il faudra que le coaching staff des Hawks puisse s'ajuster en conséquence parce que c'est vraiment un problème défensivement, Trae Young. En attaque, on sait ce qu'il peut faire. C'est un joueur All-Star. Mais en défense, là, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Et l'espoir cette saison, on en avait parlé dans l'avant-match lors du dernier Franco Raptors. L'espoir, c'était d'avoir mis autour de lui 5 bons défenseurs. Et on a vu que ça n'a pas été le cas lors de cette rencontre-là parce que collectivement, Atlanta n'y était pas. Et pour terminer, je pense que beaucoup ont souligné le fait que Atlanta a fait un mauvais match, je trouve, en mettant un petit peu de côté la performance des Raptors. Mais tactiquement, la performance de Darko Rajakovic, c'est très très bon parce que défensivement, comme tu l'as dit, l'objectif c'était de faire lâcher très rapidement le ballon des mains de Trae Young pour que ce soit un autre joueur qui ait besoin d'organiser le jeu. On a vu que ça a été très très compliqué pour Nickeil Alexander-Walker, qui n'est pas un organisateur, qui n'est pas un meneur de jeu, qui est un joueur de bout de chaîne, qui va prendre des tirs à 3 points, qui va terminer des drives, mais qui ne va en rien du tout créer. Il a été en grande difficulté là-dessus. Jalen Johnson a tenté, mais Jalen Johnson, c'est pas non plus Trae Young. Donc, respect à Darko Rajakovic qui a parfaitement mis son plan de jeu en place. On a attaqué Trae Young. On a tenté de libérer les joueurs. Le jeu collectif a été très bon. Des problèmes de tir à 3 points, mais pas de problème de spacing. On l'a encore vu avec cette superbe action, l'une des actions du match, avec le pick and roll Barrett-Barnes.
Barrett qui va trouver Barnes. Barnes qui fait la petite passe pour Jakob Poeltl qui coupe au bon moment, au moment parfait. Il n'est pas dans le champ de vision tout de suite. Il y a l'espace, mais il vient au bon moment dans le dunker spot, comme on dit. Pour moi, j'ai trouvé que ça, c'était très bien. Maintenant, c'est à confirmer contre des meilleures défenses, bien sûr. Ça, hein. Parce que si les Raptors shootent toujours à 24% à 3 points, contre certaines équipes, ils ne vont pas aller dans la raquette. Et ça sera intéressant, on en parlera en deuxième partie quand on aura vu le match, de voir comment ils s'en seront sortis face à Miles Turner et Giannis Antetokounmpo qui devraient proposer une bien meilleure défense intérieure. Ah, c'est sûr et certain. Et pour revenir au match contre Atlanta, c'était en 25 points tranquille pour RJ, qui profite justement du flow de l'attaque. Mais Yak, en finition, il est extraordinaire. Tu lui donnes la passe sous l'anneau, c'est très rare qu'il rate. Mais contre Milwaukee, ça va être un vrai test. Ça va vraiment être un vrai test. Parce que avec Turner au poste 5 et Giannis qui est vraiment en super forme, ça c'est un vrai test. Mais on va voir ce que ça va donner. On va voir. Et pour conclure, t'as bien fait de parler de RJ Barrett parce qu'on l'avait pas évoqué alors que c'était l'homme du match. On lui a décerné le titre d'homme du match. Et Darko Rajakovic lui a donné la chaîne. Donc, d'ailleurs, au passage, Darko Rajakovic qui a été fou après le match. Il a fait peur à Scotty. Il est rentré dans Quickly. Quelle est ta réaction à ça? Non, il le fait souvent, même l'année passée, quand il gagne, il y a cette énergie. Mais on a vu la vidéo où ils étaient dans les vestiaires, tranquille. Scotty était en train de manger. Puis, coach Darko qui entre, il commence à crier. Wouah! Il a l'énergie. Il y a un commentaire sur Internet, il a dit, j'aime bien l'énergie serbe. Donc, c'était extraordinaire à voir. Et après, il a dit, I got too excited. J'étais trop excité, là. Et terminons quand même, on n'a même pas parlé. Parce que, au final, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup parler de lui. Il a fait son match sans être exceptionnel. Ce qui est bien, c'est qu'il a joué que 26 minutes 52, 27 minutes, c'est Brandon Ingram. Ouais. Mais au final, il n'a pas eu besoin de s'employer pour porter l'équipe en attaque. C'est ça. Mais justement, c'est ça la beauté d'avoir un joueur comme Brandon Ingram. Il n'a pas besoin de marquer. Juste sa présence attire une défense. Donc, quand il reprend en double, il y a quelqu'un qui est ouvert. Et c'est pour ça que RJ en profite parce que la défense est focalisée sur Brandon Ingram. Et là, il va donner une passe et quelqu'un va faire la pénétration ou avoir un tir. La même chose pour Sandro. Le fait qu'il soit précis aux 3 points, qu'il écarte l'attaque, ça lui permet de faire des pénétrations. Donc là, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin d'exceller, de marquer 30 points pour changer le match. Juste la présence de Brandon Ingram qui offensivement n'a pas besoin d'efforts pour marquer, ça attire la défense, donc ça ouvre pour tout le monde. Et la personne qui en profite le plus, c'est RJ. Parce que il a mis les tirs, et puis en pénétration, il est super fort. Donc, je pense que 14 points de Brandon Ingram, c'est assez suffisant pour gagner de 20 points. Mais il y aura des matchs où on aura vraiment besoin de lui, et c'est là où l'attaque va tourner autour de lui. Ouais, et puis ce que j'aime bien, on en parlait aussi dans l'avant-saison, c'est que pour l'instant, il est dans le flow de l'attaque des Raptors. On ne voit pas un Ingram qui prend des ISO à outrance et qui stoppe le jeu des Raptors. Et là, à ce niveau-là, c'est là où il fait vraiment penser à KD. Parce que KD, c'est la même chose. C'est pas un attaquant qui monopolise la balle. On dit, comme en anglais, ils disent un ball hub. C'est pas comme James Harden, Luka Doncic, même LeBron James, Bronson, qui sont des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon en permanence et d'avoir tout le reste de l'équipe qui tourne autour d'eux. Là, vraiment, je trouve que c'est à l'image d'un KD, à l'image même d'un Steph Curry. Ouais. C'est des joueurs qui n'ont pas besoin d'avoir la balle en permanence et qui s'inscrivent dans un système. Mais tu vois quand même que c'est le meilleur joueur et c'est le joueur qui sublime ce système par sa présence, comme tu l'as dit. En plus, là, il fait pas un très très bon match dans la création. Il fait que 3 passes décisives et il perd 5 balles. Mais on n'a pas l'impression que Ingram a fait un mauvais match parce que il a rendu les autres meilleurs par sa présence. Donc ça, c'est bien que tu l'aies souligné. Et on a hâte déjà d'être après la pause, d'avoir vu le match de ce soir. Patrick sera à la Scotiabank Arena pour le match de ce soir. Vous aurez eu ses interventions. Moi, je vais rester au studio de Choc FM pour donner un petit coup de main à Romain et à Funch qui vont vous présenter le match ce soir. On va prendre la pause et on se retrouve juste après avec un saut dans le temps.
Mais vous serez samedi, donc il n'y a pas de saut dans le temps pour vous. Mais on vous donne les coulisses comme d'habitude dans Franco Raptors. Et on se retrouve après la pause. Pas avec Patrick, on va souhaiter un bon match à Patrick. Et puis, comme on dit toujours quand on se quitte, puisque là on se quitte. Oui, c'est ça. Let's go Raptors! Let's go Raptors et on se retrouve après la pause. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole. Toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Eh bien, nous sommes de retour dans ce Franco Raptors saison 2. Épisode 4 et la magie de l'enregistrement. On a remplacé Patrick Bizindavi par Funch Curier. Petite présentation, Funch, c'est la première fois que tu es là. Tu es notre consultant pour les matchs à domicile des Raptors. Comment ça va et présente-toi un petit peu. Ça va super. Merci Michael de me recevoir sur le canapé des Franco Raptors. Merci Patrick de me laisser la place un petit peu. Et ben, moi, je m'appelle Funch, je suis entraîneur de basket, agent de projet dans un organisme à but non lucratif, amoureux du basket, consultant. Demandez et je vous sers. Tellement entendu hier, si vous nous avez écouté, pour la rencontre face aux Bucks, c'est de cela qu'on va parler. On est dans l'enregistrement, nous on vous cache rien à Franco Raptors, vous le savez. On est juste à une demi-heure de la fin de la rencontre. Les Raptors qui se sont incliné Funch sur le score de 122 à 116. Ça a été serré jusqu'au bout, mais une mauvaise gestion de la fin de match de la part des Raptors. On a tenu bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt pendant la soirée, on a tenu à peu près 38 minutes. Et j'ai l'impression que les efforts déployés pour tenir la grosse bête Giannis Antetokounmpo, à la fin les a usés. Donc ils étaient dans le rouge, des pertes de balles non provoqués, des lancers francs ratés, et ça se joue à rien la NBA. Et des Bucks qui trouvent une adresse à 3 points aussi sur la fin de match avec, ça nous fait mal au cœur, Gary Trent Jr. qui a un peu mis le tir décisif, mais avant lui il y a même Giannis qui met un tir à 3 points. Les Bucks qui ont enchaîné, ils ont terminé à 14 sur 40, au final 35%. Mais vraiment, c'est cette adresse dans le quatrième quart-temps qui fait la différence. Ouais, c'est clair. Ils ont été en dents de scie. En gros, sur tout le match, ils ont pas des super stats au niveau de l'adresse au tir à 3 points, à 2 points. Mais ils ont une période, une série, et même, tu as oublié de mentionner Bobby Portis. Bobby Portis qui fait mal met aussi. des mi-distance à gauche, mi-distance à droite, 3 points dans l'axe. Ça fait vraiment mal. Et en fait, leurs stats résument parfaitement ce que tu viens de dire. Gary Trent Jr. est à 7 sur 15 au tir, 4 sur 11 à 3 points. Mais il finit à 20 points, il met les tirs quand il faut. Et c'est un peu pareil pour Bobby Portis qui a seulement 5 sur 13, seulement 1 sur 5 à 3 points. Mais il a mis ce foutu 3 points au pire moment pour les Raptors. Et à l'inverse, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé en attaque. Qu'est-ce qui a déraillé chez les Raptors selon toi ? J'aurais voulu qu'ils insistent un peu plus sur ce qui fonctionnait. La balle tourne, être patient sur les transitions. Même si on aime le fait qu'ils aillent très vite en contre-attaque, il faut aussi quelquefois se chercher et trouver un shoot confortable. La chose que j'avais envie de dire avant le match, parmi les clés, c'était refuser un bon tir pour avoir un excellent tir. Et c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. On l'a vu un peu sur la fin de match aussi, tu parles de faire tourner la balle, jouer collectif. On a eu l'impression que ça jouait un petit peu chacun son tour. Chacun voulait aller un petit peu sauver la baraque. On a vu Quickly insister en pénétration, mais pas forcément rentrer dans le jeu collectif. Ouais. Ça n'a pas bien fonctionné pour lui parce qu'il a raté des lancers francs. RJ Barrett aussi, il a joué un peu solo, même si lui, il a plutôt bien réussi. Et également Brandon Ingram qui a un peu été oublié sur, j'ai envie de dire, les 3/4 du quatrième quart-temps. Et qui à la fin du coup était peut-être un peu froid et lui aussi a forcé des tirs, même s'il met ce tir à 3 points qui fait garder espoir. Tu disais pendant le direct, ça peut être 6 points, il y a 7 points d'écart, on peut revenir à 1 point si on fait les interceptions, on met les tirs à 3 points. Il a mis très rapidement le tir à 3 points, mais finalement, après il y a eu ce passage en force ou pas sur Jakob Poeltl qui finalement a fait la décision. Et juste avant ça, il y a le 3 points de notre fameux, j'ai vraiment du mal avec son nom aujourd'hui, notre ancien Raptor. Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. Juste avant
la faute qui nous a été sifflée sur Jakob Poeltl. Que dire? C'est vraiment un crève-cœur ce match, parce qu'on y était. Mais en attaque, oui, voilà, le fait de jouer chacun leur tour et de pas avoir finalement quelque chose de concis et qu'on fait tous ensemble sur la durée, je pense que ça a joué contre nous. Et comme tu l'as dit, il y a eu une période où Ingram était vraiment chaud, et au lieu qu'on continue à le servir, on l'a un peu oublié pendant une période. Et une fois qu'on lui donne la balle, bah forcément, quand on est un scoreur ou un shooter, on a envie de shooter, ça nous manque, ça nous démange, et donc il a forcé ses shoots et la confiance repart aussi vite. Ouais, puis quelques mauvais choix, des pertes de balles sur des pick and roll mal exécutés. Je me rappelle d'un de RJ Barrett, mais je crois qu'il y a Ingram qui perd un ballon. D'ailleurs, il perd combien de ballons ce soir? Brandon Ingram, il est à 4 ballons perdus. Et Scottie Barnes aussi, 3 ballons perdus. On n'a pas trop réussi à trouver Scottie Barnes aussi sur la fin de match. Ouais, bah Scottie Barnes, j'arrive pas à analyser son jeu là. J'arrive pas à me dire si est-ce qu'il a été bon plus à l'intérieur, plus à l'extérieur. Par contre, en défense, il m'a fait plaisir. Il a essayé avec Giannis, il a vraiment essayé. Ses paniers, c'était surtout du rebond offensif, deuxième chance. Et il y a eu un petit panier avant la mi-temps, je crois, à 3 points dans l'angle côté droit. Ouais, il est à 6 sur 15 au tir quand même. Ça a été compliqué pour notre Scottie Barnes. 6 sur 15 au tir, 2 sur 4 à 3 points, c'est ce qui sauve un petit peu son match, on va dire, parce que sinon il serait à 11 points dans la rencontre en dehors des tirs à 3 points. Donc c'est pas extraordinaire, il est très peu allé sur la ligne, il est qu'à 3 sur 4. On se rappelle ce qui avait fait sa force dans le match précédent, c'est qu'il était allé 12 fois sur la ligne des lancers francs, et ça a joué énormément. Si on revient de manière plus large sur ce début de saison des Raptors, pour l'instant, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être corriger? Ensuite, on va se pencher sur le match contre Dallas. Mais si on revient sur ces 2 premiers matchs, parce qu'on a peut-être eu tendance à s'enflammer sur le premier face à une très faible défense d'Atlanta qui nous a vraiment surpris par cette faiblesse défensive. Là, on a joué une équipe quand même bien plus forte, notamment à l'intérieur. Ouais. D'ailleurs, je regarde les points à l'intérieur, ça m'intéresse toujours. 54 pour Milwaukee, 54 pour Toronto, donc c'était plutôt équilibré. On se rappelle, les Raptors ont mis 82 points contre Atlanta, mais ça ne sera pas le cas à chaque rencontre. Mais voilà, de manière générale, qu'est-ce qui t'a plu et peut-être un peu moins plu dans ce début de saison des Raptors? Moi, j'aime le fait qu'on ait une identité maintenant. On sait que les Raptors, c'est défense, jeu rapide, transition, jouer ensemble. Il nous a manqué un petit peu le jouer ensemble en attaque, mais en tout cas, on est vraiment solide sur cette partie défense et transition. C'était l'une des questions qu'on se posait après la fin de saison dernière, parce que les Raptors avaient fini 3e meilleure défense après le All-Star Break, mais en faisant jouer quasiment que les remplaçants et en jouant la majorité des matchs contre des équipes faibles. Donc c'était un peu trompeur, on ne savait pas. On a vu pendant la Summer League aussi cette identité défensive, mais c'était encore la même chose, c'était les remplaçants, c'était pas les joueurs majeurs. On avait vraiment ces questions-là avec les joueurs majeurs. Est-ce que pour l'instant, ce 5 de départ t'a rassuré à ce niveau-là, où on se pose toujours des questions, parce que c'est vrai que défensivement, RJ Barrett, c'est pas son fort. Quickly, il fait des efforts. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ce qui est positif. Mais est-ce que pour l'instant, ce 5 de départ te rassure, ou tu es quand même plus à te dire, c'est vraiment les 5 de transition, quand on mélange les remplaçants et les titulaires, qui sont plus efficaces défensivement? C'est une très bonne question. J'ai tendance à penser que la défense est meilleure le banc. Les joueurs qui sont sur le banc sont meilleurs en défense que le 5 majeur. Mais il y a des efforts. Il y a vraiment des efforts. Comme je disais un petit peu plus tôt, c'est l'identité de l'équipe. Donc, on voit même un joueur comme Grady Dick qui aujourd'hui sprintait pour revenir en défense. Donc, même si c'est pas forcément la qualité numéro 1 de certains joueurs du 5 de départ, ils font l'effort, et le temps que les minutes passent et que le banc prennent leur place sur le terrain, je pense qu'ils font le boulot tant qu'ils sont assez frais au début. Ouais, le seul petit problème que je note pour l'instant et qu'il va falloir régler, c'est les problèmes de faute. Je trouve qu'ils font énormément de fautes sur les premiers cartons, et on voit Jakob Poeltl obligé de sortir très rapidement. Et lui aussi, ça fait qu'il ne se met pas dans le rythme. Jakob Poeltl, ce soir, il a joué que 26 minutes, il n'a pris que 5 tirs, et il marque 6 points, il prend seulement 5 rebonds. Il n'a pas eu d'impact sur cette rencontre parce que j'ai l'impression qu'il est sorti très vite et qu'il n'a jamais vraiment réussi à rentrer dans son... Alors, je pense que Poeltl, c'est typiquement le type de joueur
dont les stats n'expliquent pas vraiment toute l'histoire. Ça, je suis d'accord. Parce que si tu regardes, il y a une stat intéressante, c'est un des meilleurs différentiels de l'équipe. Il a -1, c'est négatif, mais il y a beaucoup de -11, de -7, etc. C'est vrai. Et il marque pas, mais sa présence quand même sur le pick and roll, on le trouve beaucoup comme un point d'ancrage. Il la ressort pas mal. Quelquefois, la balle qui va ressortir va avoir une extra passe, donc ça va pas lui donner de stats. C'est vrai. Mais c'est pas lui qui m'inquiète le plus. C'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui prenne le ballon sous le bras et dire voilà, maintenant on joue ensemble, on met en place tel système. C'est pas le jeu de Quickly, il faut pas qu'on attende ça de sa part. C'est pas un meneur qui organise. Et justement, c'est le truc qui nous manque, quoi. Ouais, et tout à fait. Et nos amis de Raptors République, dont je regarde souvent les émissions, ne cessent de le répéter. Les Raptors partent de très loin sur le jeu placé. C'était la 30e équipe la saison dernière. Donc, il y a du beaucoup mieux avec justement l'arrivée d'Ingram qui permet à chaque joueur de trouver son vrai rôle par rapport à la saison dernière où ça partait dans tous les sens, où on a essayé RJ Barrett en gros porteur de ballon, Scottie Barnes en shooter à 3 points, shooter à mi-distance à outrance et tout ça. On voit que Brandon Ingram met chacun dans un rôle qui lui convient le mieux. Maintenant, bien sûr, il va falloir du temps, je pense, pour que tout ça se mette en place. Mais en tout cas, c'est prometteur et on peut être quand même certain que les Raptors ne seront plus la 30e équipe sur demi-terrain cette saison. Et je te rejoins tout à fait sur Jakob Poeltl et sur une stat qu'on note jamais, qui n'existe pas dans les stats officielles sur les feuilles de match et qui est une spécialité aussi de Rudy Gobert, c'est les screen assists. Il apporte énormément, tu en as parlé pendant le direct, le Gortat screen, il le fait à merveille. D'ailleurs, Quickly, il a raté des fois des lay-ups alors que Poeltl lui avait ouvert la voie. Mais ça, c'est vraiment sensationnel. Et il l'avait bien fait avec Shed aussi lors du match précédent. Donc, il y a quand même plein de points positifs. Maintenant, penchons-nous pour terminer cette émission sur le match à venir contre les Mavericks. Ça va être une grosse équipe défensive dans la raquette. On en parlait hors antenne. Une grosse équipe individuellement qui, pour l'instant, s'est peut-être pas encore trouvée parce qu'il faut des automatismes. On sait que le rookie Cooper Flack, c'est un excellent défenseur. Mais là, pour l'instant, il joue meneur de jeu. Il doit défendre sur des joueurs plus petits. Il faut trouver l'alchimie entre Lively, c'est ça, c'est Lively, et Anthony Davis. Comment tu vois cette rencontre? Quelles seront un peu les clés pour les Raptors pour essayer d'aller créer ce qui serait quand même une surprise? Dallas fait partie des équipes qui sont attendues quand même assez haut malgré l'absence de Kyrie Irving. Mais pour toi, quelles seront un petit peu les clés de la rencontre pour les Raptors face à Dallas? Face à Dallas, ça va être compliqué. J'ai un petit faible pour cette équipe. Ils ont perdu lourdement face aux Spurs pour le premier match de l'entame de la saison. Donc c'est sûr qu'ils vont avoir le couteau entre les dents. Comme tu l'as dit, ce sont des individualités. L'équipe, elle reste à être confirmée. Ils ont perdu un joueur qu'on ne remplace pas. C'est sûr. La relève de Dirk Nowitzki. On parle de Luka Doncic. Mais la clé du match, à chaud comme ça, je dirais vraiment insister sur les lacunes défensives collectives de Dallas. Donc cette fois-ci, il va vraiment falloir faire tourner le ballon parce qu'ils ont des longs segments. En aide défensive, Anthony Davis, il va être là. Au rebond défensif, il va être là. Cooper Flag, il est très long aussi. Il va falloir faire des longues attaques peut-être quand on est sur attaque placée et aussi les faire cavaler parce que je pense pas qu'ils aiment courir. Klay Thompson, il commence à avoir de l'âge. Davis aussi, il essaye d'esquiver les blessures chaque année. Donc, si on les fait cavaler très rapidement dès le premier quart-temps, on peut les essouffler. Ça peut être ça une des clés. Ouais, le style de jeu des Raptors, en effet, peut faire en sorte d'aller mettre cette équipe en difficulté, essayer de les faire sortir du jeu sur demi-terrain qui, à l'inverse, eux, c'est une force pour eux puisqu'ils ont un point d'ancrage comme Anthony Davis. Ils sont en train de jouer ce soir au moment où on tourne, mais bon, ils sont menés de 10 points contre les Wizards, mais Washington. On sait que ça peut rapidement tourner. C'est à Dallas en plus pour l'instant. Bon, il y a 8 points d'écart au moment où on vous parle. Je pense que... Allez, je me mouille pas beaucoup en pensant que Dallas va quand même renverser ce match. Mais ouais, tu as raison, c'est vrai que le style de jeu des Raptors, ça a une équipe qui peut-être peut avoir du mal à courir. On sait qu'Anthony Davis, il est quand même mobile, mais il commence à prendre de l'âge, il est injury prone, donc ça va être à suivre, ça va être un beau duel. Mais je pense qu'on a fait le tour, je voulais pas en dire plus, c'était l'essentiel de revenir surtout sur le match d'hier, puisque vous écoutez bien sûr ce podcast
le samedi. Et c'est super de pouvoir le faire parce que jusqu'à présent, on était toujours bloqué avec les matchs du vendredi. Mais comme vous commentiez ce soir et que j'étais avec vous, j'en ai profité. Ça me permet de t'introduire à nos téléspectateurs. À nos téléspectateurs, ouais, ça y est, on est à la télé maintenant. On est sur YouTube, on est à la télé. À nos spectateurs. Et voilà. Un petit pronostic pour le match contre Dallas? Et contre Dallas, on gagne, c'est tout. On n'a pas le choix. Et on le rappelle, les Raptors seront back-to-back le lendemain contre Victor Wembanyama et les Spurs. Ça, c'est une autre histoire. On le garde pour la prochaine émission. On analysera cette rencontre avec Patrick Bizindavi. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Et Funch, nous, comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors! C'est bon, il le savait. Let's go Raptors!